dans des conditions à la fois distancielles et un petit peu présentielles, mais en tout état, je suis très heureux qu'on puisse tenir cette réunion sur un thème ô combien d'actualité et passionnant, qui est la libéralisation du transport ferroviaire. Donc, je suis Antoine Seyuré, le président de l'ORT. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Andrea Giuricin qui vient nous faire part de son expertise et de sa fine connaissance du sujet pour nous éclairer sur cette thématique ô combien importante. Les réunions dans ce format, vous le savez, font partie des temps forts de l'ORT, qui sont ponctués tout au long de l'année à travers les réunions d'experts telles que ce matin, à travers les colloques que nous organisons à destination d'un public plus large, ou encore les différentes publications que nous pouvons faire tout au long de l'année sur des thématiques qui intéressent les acteurs de la mobilité et de tout type de mobilité. Alors aujourd'hui, on est plutôt sur le voyageur sur chemin de fer, mais évidemment, nos actions concernent tous les modes et tous les types de mobilité. Je voudrais aussi saluer la présence de Clémentine Dugas-Olivier. Je suis ravi qu'elle puisse être présente pour introduire avec la vision de la région sud les enjeux sur l'ouverture à la concurrence. Et je passe la parole à Florent qui va rentrer plus dans le détail de l'organisation de ce matin. En tout cas, encore une fois, ravi d'être là avec vous, ravi de l'organisation de ce colloque et un grand merci pour vos présences, Clémentine et Andrea, ce matin. Je souhaite à tous une bonne écoute. N'hésitez pas à poser des questions et à solliciter nos experts ce matin pour évoquer ce sujet particulièrement passionnant. Merci beaucoup et bons échanges à tous. Merci beaucoup Antoine pour ces mots chaleureux d'introduction. Alors effectivement, la séance de l'atelier d'experts d'aujourd'hui est consacrée à la libéralisation du secteur ferroviaire. Et notre expert aujourd'hui, c'est Andrea Giuricin, que je vais présenter en quelques mots. Andrea Giuricin est docteur en économie, président de la société de conseil Tra Consulting, consultant senior pour la Banque mondiale et les Nations Unies. Il a réalisé différentes missions pour des autorités de régulation, des entreprises ferroviaires. Il a également participé à l'aventure d'Italo, il nous en dira quelques mots tout à l'heure. Italo, c'est cette entreprise ferroviaire nouvelle entrante sur le marché italien, dont il a été directeur des études. Il est également économiste des transports à l'université de Milan pour différentes universités américaines. Donc j'ajouterai à cette présentation un peu institutionnelle que j'ai eu le plaisir de rencontrer Andrea lorsque je travaillais au service économique de Rome à l'ambassade de France en Italie, car les ministères des Transports et de l'Économie nous avaient commandé une étude de retour d'expérience sur la situation italienne pour la préparation de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire. C'était donc il y a déjà plusieurs années. Et l'expertise d'Andrea avait été précieuse parmi celle d'un ensemble d'interlocuteurs pour rédiger ce rapport. Cette question, elle est fortement d'actualité. Antoine Seyuré l'a dit, à la fois s'agissant des lignes à grande vitesse, ce qu'on appelle l'open access, et du transport ferroviaire régional. Je prendrai deux exemples seulement pour illustrer cela. En octobre 2021, je crois, la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été la première région de France à attribuer un lot de services ferroviaires à un opérateur différent de l'opérateur historique. Cela montre que cette ouverture à la concurrence entre dans une phase très concrète dans notre pays. Et en décembre 2021 a eu lieu la première circulation d'un train Trenitalia, donc d'un opérateur différent de la SNCF, sur le réseau français, sur le trajet Paris-Milan, mais enfin en desservant des gares intérieures. Cela pose un ensemble de questions auxquelles l'intervention d'Andrea cherchera à apporter des réponses. Quels sont les fondamentaux, de l'ouverture à la concurrence? Quels sont les business models pour les entreprises qui y participent? Quels sont les bénéfices escomptés? Et quelles sont les leçons, les retours d'expérience que l'on peut tirer des pays qui ont déjà mis en œuvre cette ouverture un peu en avance sur la France? C'est le cas de l'Italie, mais également d'autres pays européens.
J'ajoute que ces questions intéressent beaucoup la DREAL, comme direction régionale, qui représente ici qui représente dans la région le ministère des Transports, et qui met en œuvre les financements du ministère des Transports pour les infrastructures ferroviaires avec nos partenaires et les collectivités. Voilà, pour en venir à des questions plus pratiques, le déroulé de cette visioconférence, donc il y aura l'intervention d'Andrea qui va durer environ 45 minutes. Elle sera suivie d'une phase d'échange, de questions-réponses que l'on veut les plus libres possibles. Et donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions après son intervention. La visioconférence est enregistrée et sera diffusée sur Internet, sur le site de l'ORT, donc en accès libre, public. En revanche, la phase de questions-réponses ne le sera pas pour préserver les échanges les plus spontanés et libres possibles. Nous avons autour de la table, si j'en crois la liste des participants confirmés, des collègues de la SNCF, de la Direction générale des infrastructures de transport et de la mer, de la Direction générale du Trésor, de l'Autorité de régulation des transports, de la région évidemment, et peut-être de l'Agence d'urbanisme de la région marseillaise et de la RDT 13. Nous avons donc un auditoire qui représente assez bien l'ensemble des parties prenantes intéressées par ce mouvement de libéralisation. Voilà, avant de céder la parole à Andrea pour sa présentation, je propose à Clémentine Dugas-Olivier, qui est chef de projet pour l'ouverture à la concurrence pour la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, de faire un mot d'introduction complémentaire sur les enjeux que cela représente pour notre région. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette introduction que vous nous accordez aujourd'hui. Donc la région s'est lancée dans l'ouverture à la concurrence dès 2017 avec un appel à manifestation d'intérêt pour tester le marché. Puis la procédure a démarré officiellement en 2020 pour une attribution de 2 marchés, donc vous l'avez rappelé, fin 2021 à Transdive Sud Intermétropole pour la ligne Marseille-Toulon-Nice, la fameuse ligne dite Intermétropole, et à SNCF Sud Azur pour le secteur des lignes azuréennes, autour de l'Étoile de Nice. Les 2 secteurs ouverts aujourd'hui à la concurrence sont 2 zones denses en termes de fréquentation et représentent aujourd'hui environ 30% des services ferroviaires de la région. L'ouverture à la concurrence, c'est permettre à la région d'afficher ses exigences de niveau de performance dans son cahier des charges, des exigences à la fois en termes de régularité, de qualité de service, de lutte anti-fraude, sachant que le niveau d'offre a été fixé en amont. C'est un service public qui passe par une délégation de service public avec des objectifs inscrits dans le contrat et un système de bonus-malus. La concurrence incite à la performance, à l'innovation, y compris aujourd'hui. C'est l'un des effets qu'on peut constater avec une amélioration aussi de l'exploitation actuelle. L'objectif recherché, c'est une meilleure utilisation des ressources financières. L'enjeu n'est pas de tirer les prix vers le bas, mais d'assurer un service de qualité aux usagers au juste prix à un coût justifié et justifiable. C'était vraiment un de nos enjeux. Alors on a réussi cette première étape non sans difficulté malgré tout. Des difficultés liées à la constitution d'un DCE de qualité avec des données fiables et lisibles pour l'ensemble des opérateurs, des candidats. Des données qui sont détenues par l'opérateur historique qui n'avait peut-être pas anticipé cette ouverture du marché. Donc on a eu recours à l'ART, à la fois pour l'arbitrage des données relatives au personnel transféré, et également aux données plus techniques qui relevaient du service et du matériel roulant. Le travail a été tout aussi complexe avec SNCF Réseau, pour ce qui concerne les acquisitions foncières des ateliers de maintenance, puisque nous avons fait le choix, dans ces appels d'offres, de reprendre en propriété 4 ateliers de maintenance, donc 2 par lot, afin de garantir aux exploitants une maîtrise totale de la maintenance des trains. Donc c'est un travail assez complexe parce que les limitations foncières entre les RFN et les ateliers étaient à faire, donc rendre indépendants les sites de maintenance. C'est un travail qui est toujours en cours. Pour autant, que ce soit avec SNCF Voyageurs ou SNCF Réseau, l'ensemble des échanges ont été très fructueux et on a réussi à travailler de façon assez intelligente avec l'ensemble des équipes.
Donc on a contractualisé pour 10 ans avec ces deux opérateurs que sont Transdev Rail Sud Intermétropole et SNCF Sud Azur, qui ont donc chacun créé une société dédiée. 2022, c'est le démarrage de ces deux concessions avec une mise en exploitation pour 2025. Donc on a 3 ans pour construire un atelier à Nice et à Nice-Saint-Roch, à Niceville et à Nice-Saint-Roch, acheter du matériel roulant pour la ligne Intermétropole et également permettre le transfert de personnel dans les meilleures conditions. En conclusion, l'ouverture à la concurrence nous a permis de gagner en compétences aussi au sein des équipes régionales. Et on poursuit aujourd'hui avec de nouveaux projets, avec le lancement ce mois-ci d'un nouvel appel à manifestation d'intérêt qui nous permettra de dimensionner les futurs lots que nous souhaitons ouvrir au marché. Merci beaucoup, Madame Dugas-Olivier. Et donc, j'imagine que dans la phase de questions-réponses, certains voudront peut-être revenir aussi sur l'expérience de la région. Bien sûr, oui. Mais je cède tout de suite la parole à Andrea Giuricin pour le cœur de la présentation. Grazie Andrea. Très gentil de m'inviter ici à Marseille. C'est très intéressant aussi l'expérience que maintenant la France a commencé à faire dans le secteur régional et dans le secteur haute vitesse. Il semblait très difficile, et je me rappelle au début, quand j'ai commencé avec Italo, 2009, ça semblait très difficile de penser un secteur ouvert à la concurrence. Surtout dans l'haute vitesse, il n'y avait pas de cas dans le monde d'ouverture. Et l'Italie, c'était le premier pays qui a ouvert à la concurrence en 2012, effectivement avec Italo. Après, des autres pays dans l'haute vitesse ont ouvert. On a vu la Corée du Sud, on a vu l'Espagne en mai 2021 et on a vu la France en décembre 2021. Ça veut dire que quelque chose est en train de changer et quelque chose a déjà changé. Alors, dans ma présentation, j'essayerai, et je vais faire la condivision des... il n'y a pas... Ça. Fenêtre, maintenant, oui. Ok, excusez-moi. Dans ma présentation, je vais essayer de parler un petit peu de la libéralisation haute vitesse, surtout en Italie, parce que c'était le premier pays, et un petit peu aussi de la partie des secteurs régionaux, l'expérience que nous avons eue dans les différents pays européens. Par exemple, la différence entre l'Italie, qui n'est pas vraiment ouvert, et l'Allemagne, qui c'était un des premiers pays, avec la Suède, qui a ouvert à la concurrence dans les secteurs régionaux. Ma expérience, comme Florent disait, a commencé avec Italo, à part d'être adjoint professeur à l'Université de Milan, où on a fait aussi des laboratoires d'économie des transports, surtout sur le secteur ferroviaire et tout ce que c'est la régulation des péages, que c'est très important dans le secteur. Mais mon expérience aussi était avec la Banque mondiale, avec aussi en Chine, comme visiting professor à l'Académie chinoise des sciences ferroviaires. J'ai vu un petit peu tout le monde, surtout sur les rails. Je peux dire que j'ai eu la chance de voir un petit peu tout le monde dans l'autre vitesse. J'ai commencé avec Italo, j'ai travaillé aussi au Corée du Sud dans le processus d'ouverture, j'ai travaillé en Espagne dans le processus d'ouverture avec les nouveaux entrants. Et après, j'ai eu la chance aussi de voir toute la création des autorités de régulation, que c'est bien sûr un des éléments les plus importants, pas seulement parce que la régulation européenne veut aller dans cette direction, mais aussi parce que c'est très important, le rôle dans la libéralisation des autorités indépendantes. Très vite, si on voit une vue très générale, où nous sommes avec la libéralisation. Si on regarde l'Italie, par exemple, on voit, premier élément, s'il y a séparation verticale, ça veut dire l'opérateur qui gestionne l'infrastructure et l'opérateur qui gestionne la compagnie ferroviaire, l'incumbent, s'il y a une vraie séparation. Bien sûr, il faut avoir une séparation des accountability et tout ça, mais si on voit, on est toujours en Italie, par exemple, débat de la même groupe, de la même holding, qui s'appelle Ferrovie dello Stato Italiane, qui a RFI, qui c'est le gesteur de l'infrastructure, et Trenitalia, qui c'est de l'autre côté, c'est le principal gestionnaire compagnie ferroviaire. Il n'y a pas une vraie séparation verticale. En Allemagne, on a le même avec une holding
qui a la même situation. En Suède et en Espagne, nous avons deux situations un petit peu différentes parce qu'en Suède, c'était le premier pays en Europe à faire la séparation verticale, 1988, excusez-moi, avant que l'Angleterre, que nous connaissons très bien, que c'était un processus complètement différent avec les franchises et tout ça. En Espagne, on a créé ADIF, gestionnaire de l'infrastructure, et Renfe, c'est la compagnie ferroviaire. C'est assez séparé, ça veut dire que ce sont deux compagnies séparées, même s'ils sont toujours dans les mêmes ministères, ça veut dire qu'il y a toujours des petits conflits. Et en France, vous savez mieux que moi quelle est la situation, et quand même, c'est très intéressant qu'on est devant différents business models, aussi d'un point de vue de séparation verticale, que c'est un élément à avoir en considération. Pour l'ouverture régionale, on peut dire qu'en Italie, c'est pas vraiment, on n'a pas eu beaucoup de tenders, beaucoup de licitations pour le secteur régional. Les marchés, surtout les plus importants, normalement sont assignés à Trenitalia, ou quelquefois il y a des opérateurs régionaux qui sont de mix. Par exemple, ma région de Milan, Lombardie, il y a Trenord, qui c'est 50% une société de l'Enord, qui c'est de la région Lombardie, et 50% de Trenitalia. Tiper, en Emilia-Romagna, c'est la même chose, avec les secteurs régionaux. Mais ce n'est pas vraiment une ouverture, un processus d'ouverture qui fonctionne ou qui marche. En Allemagne, en Suède, on est en situation différente, parce que l'Allemagne, au fin des années 90, a commencé ce processus de libéralisation, on va le voir mieux après, avec les différentes régions, les différents lenders qui ont ouvert à la concurrence peu à peu. C'est toujours un processus, on va voir, un processus très complexe, très long. C'est un learning by doing aussi pour les autorités, pour les gouvernements et tout ça. L'Allemagne a ouvert il y a déjà plus de 20 ans et la Suède aussi a commencé à ouvrir dans cette direction. En Espagne, pas encore. En Espagne, il y a Renfe qui fait tous ces services. En France, on a eu les premiers exemples cette année et j'ai mis oui parce que c'est le début d'un processus, mais c'est déjà aller dans la direction de la concurrence. Grande vitesse aux longues distances, parce que par exemple en Suède, il n'y a pas la haute vitesse, mais il y a l'ouverture par exemple des longues distances. Il y a 3 opérateurs sur la ligne Göteborg-Stockholm. Moi, je connais très bien NTR, c'est une compagnie de Hong Kong qui a commencé à faire les services, je pense, en 2015 sur cette ligne. Et c'est très intéressant qu'ils ont ouvert aussi là-bas la longue distance. Dans les autres pays, maintenant, il faut ouvrir. Alors, il faut dire que, par exemple, en Italie, bien sûr, dès 2012, c'est ouvert la concurrence. En Espagne et en France, 2021. En Suède, on a dit sur la longue distance. En Allemagne, j'ai mis oui, mais bien sûr, après, c'est très difficile à rentrer maintenant dans les marchés longue distance contre Deutsche Bahn. Il y a des expériments de Flixtrain, on a vu il y a quelques années. Flixtrain, que les shadow operators de Flixtrain, c'est Leo Express, que c'est cette compagnie de la République tchèque qui fait les trains et après Flixtrain, comme vous savez que Flixbus, c'est surtout un commercial, non? C'est surtout la part des revenus et la part commerciale. Ça veut dire que les shadow operators, ceux qui font l'opération, c'est Leo Express et Flixtrain fait très peu de trains de longue distance et pas grande vitesse. Alors, j'ai mis oui, mais réellement, nous sommes très loin d'avoir une vraie concurrence comme nous l'avons, par exemple, maintenant en Italie ou en Espagne ou en Suède. Excusez-moi, j'ai fait un petit peu d'ouverture à ce que c'est la différente situation dans les principaux pays de l'Union européenne. Je commence, et je contrôle toujours le temps, excusez-moi, la libéralisation du transport ferroviaire à grande vitesse. Et on doit dire que si on va voir dans les dernières années, il y a beaucoup d'investissements dans les lignes à haute vitesse. Alors, on est passé de 37 000 à 38 000 kilomètres en juillet 2017 au plus de 50 000 kilomètres en février 2020, avant la pandémie. Cet grand développement, c'est surtout dû à la Chine. La Chine, c'est le grand protagoniste dans tout ça, des grands investissements. C'est le pays qui a plus de 35 000 kilomètres de haute vitesse. Comment s'est formé le secteur? Il y a des différents, on peut dire, business models.
Par exemple, l'intégration verticale, on a eu par exemple au Japon, il y a l'intégration verticale entre opérateurs. Ce sont des divisions régionales là-bas. Il y a JR East, par exemple, qui va gérer toute la partie des East du Japon, JR Central, qui sont les deux plus grands. Là-bas, au final des années 80, ils ont fait une privatisation. Ils ont payé une grande part de la dette. Ils ont fait une privatisation, ils ont fait des opérateurs privés qui gèrent l'infrastructure, les trains et aussi tous les real estate, la partie d'immobilier, excusez-moi. Et séparation verticale, on a eu Suède et UK, et l'Angleterre, et la structure holding, Allemagne, Italie, Autriche et tous les pays comme ça. Ça, c'est très vite créé. L'Italie, c'est intéressant parce que dans une structure holding, qu'est-ce qu'il passe? Que c'est le ministère de l'économie qui détient les 100% des FSI, Ferrovie dello Stato Italiane Holding, que c'est la mère des RFI et des Trenitalia, et aussi des autres compagnies comme Italfer, des grandes stations, ou 100 stazioni, et comme ça. Mais RFI, c'est le gesteur de l'infrastructure, Trenitalia, c'est le railway undertaking, c'est la compagnie ferroviaire, et sur la ligne des RFI vont les trains d'Italo, mais aussi les trains des freight, des marchandises, sur la même ligne. Pour faire ça, on paye un péage, c'est très très compliqué, très important. En Italie, on a eu une révision des péages en le premier 2013 et le deuxième 2014 pour une baisse des péages pour l'haute vitesse et pour un nouveau système fait pour l'ART, l'autorité de régulation des transports, qui a été créé en 2012, mais qui a commencé à entrer en fonction en septembre 2013. Il y a eu un petit peu de problèmes politiques pour choisir le nombre des présidents et des commissaires, parce qu'il faisait trouver une majorité de 2/3 du Parlement. Ce n'est pas toujours très facile dans ça, mais maintenant, ART a commencé, en 2013, a commencé à travailler très bien sur le secteur ferroviaire, et maintenant, on peut avoir des règles assez claires pour l'utilisation de l'infrastructure. Attention, moi j'aime toujours dire que, attention, les autorités, celle-là, ART, c'est une autorité ex ante, ça veut dire qu'il donne les règles avant, que c'est différent de l'antitrust, de l'autorité de la concurrence qui fait ex post regulation. Attention que ce n'est pas toujours facile de réguler toutes les choses. Je vous donne un exemple très sympa sur l'Italie, qu'est-ce qui s'est passé, même s'il y a ART. Par exemple, Italo demandait d'utiliser, de mettre des tickets de vending machine pour vendre les billets, des machines pour vendre les billets, dans la gare des stations de Tiburtina de Rome. Et la gare de Tiburtina, pour ce qu'il a utilisé, il faut monter au premier étage, et du premier étage, après, on va en bas pour utiliser les quais. Mais Italo a demandé pour beaucoup de temps, pour beaucoup d'années, de mettre au final des escaliers automatiques, escaliers automatiques, de mettre des vending machines, des machines pour vendre les billets. La gare disait que non, c'était pas possible. Après peut-être 2 années, ils ont dit OK, vous pouvez les mettre. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine après? C'est passé que l'escalier, c'était changer les verres de l'escalier. C'est pas plus l'entrée de la gare, mais c'était la sortie de la gare. J'ai fait cet exemple que c'est sympa, pas trop sympa parce que chaque machine à vendre c'est 80 000 euros. Ça veut dire que si tu mets 2 là-bas, tu as perdu un investissement de 160 000 euros. Mais ça veut dire que ce n'est pas facile de faire une régulation exactement de tous les éléments. Même s'il y a une autorité qui peut intervenir, tout ça, ce n'est pas très facile. Mais quand même, passe cette chose. Ça veut dire que c'est un processus très compliqué, c'est très important le rôle des autorités, mais ce n'est pas toujours très facile faire de la concurrence. La grande vitesse en Italie, jusqu'à un petit peu des données, a commencé, Italo a été créé au final 2006, la compagnie s'appelle Nuovo Trasporto Viaggiatori. En novembre, entre 2007 et 2008, a acheté les trains de Alstom. Alstom qui aussi est responsable de maintenance d'Italo, ça veut dire que c'est une maintenance externe. Italo a commencé le 28 avril 2012 à faire de la compétition avec les premiers trains.
Et 2013 a complété l'arrivée de tous les trains de haute vitesse, les premiers 25 trains. Mais après, Italo a fait des commandes d'autres 26 trains, les dernières arrivées en décembre 2021, les dernières des 26 nouveaux. Ça veut dire que maintenant, Italo a 51 nouveaux trains de haute vitesse et a commencé à faire aussi des services qui s'appellent Italobus. Italobus, c'est un service que ça veut dire où on n'arrive pas à l'haute vitesse, il y a la possibilité de faire une connexion avec un bus de moyenne distance, par exemple des Reggio Emilia pour aller à Modena ou des Salerno pour aller à la Costiera Amalfitana. Ça veut dire que c'est tout intégré dans le même système d'Italo. Cela, c'est un choix commercial d'Italo. Il faut dire aussi qu'en Italie, il faut bien comprendre que la ligne haute vitesse a seulement moins de 1000 km, c'est beaucoup moins qu'en France. Et Italo fait aussi des services de longue distance qui ne sont pas haute vitesse. Ça veut dire que maintenant, arrive à Bari, mais entre Naples et Bari, il n'y a pas de haute vitesse. Arrive à Reggio Calabria, entre Napoli et Reggio Calabria, il n'y a pas de haute vitesse. Mais même aussi sur la principale ligne, par exemple Milan-Venise, dans ce moment, il y a des hautes vitesses entre Milan-Brescia, qui sont 80 km. Après, de Brescia jusqu'à Padova, c'est la plupart de la ligne, ce n'est pas haute vitesse. Ça veut dire entre 160 et 200 km par heure. De Padova à Venise, c'est haute vitesse, 250 km par heure. Ça veut dire que maintenant, Italo fait plupart, par exemple, sur cette ligne, fait plupart des services que ce n'est pas haute vitesse. C'est à 160 km par heure. C'est pour cette raison là-bas qu'Italo aussi a acheté des AGV avant pour les grandes lignes haute vitesse, surtout Milan-Rome, et des trains Evo d'Alstom, qui sont comme les Pendolino, qui la vélocité maximale, c'est 250 km par heure, parce que dans ce moment, ce n'était pas si intelligent d'investir plus d'argent, surtout pour des lignes qui n'y a pas de haute vitesse, et surtout pour des services aussi grande vitesse, on peut dire. Italo a passé pour des grands investissements avant de partir. Ça, il faut bien maintenir en mémoire ou apprendre, parce que ce n'est pas facile, surtout sur l'haute vitesse, entrer avec peu d'argent. Il faut bien penser, il y a beaucoup de barrières à l'entrée maintenant, ce n'est pas comme dans le secteur de l'aviation, que je travaille beaucoup dans le secteur de l'aviation. Italo a fait plus ou moins, avant de commencer, 1 milliard d'euros d'investissement. Ça veut dire les trains, bien sûr, mais tous les dépôts de maintenance. Par exemple, Italo a eu construire son dépôt de maintenance, c'était 90 millions d'euros en Hollande. Et après, tous les startups, les trainings de les personnes, parce que aussi, il n'y avait pas des personnes qui pouvaient... des personnels spécialisés, tous les conducteurs du train et tous les stewards and hostess. Et cela, ça veut dire que c'était très compliqué au début. On a créé, par exemple, ce qui s'appelait NTV Academy pour former toutes les personnes. Et Italo a commencé d'être profitable au break-even point 2015. Ça veut dire 3 années après le début commercial, mais presque, on peut dire, 9 années après que la société s'est constituée. Comment c'est le capital, l'actionnariat d'Italo maintenant? Alors, on peut dire que dans la première phase, il y avait aussi SNCF qui était important, il avait 20%. Jusqu'à 2015. 2015, on a fait une augmentation de capital. SNCF a décidé de ne faire pas l'augmentation de capital. Et les actionnariats, c'était surtout banques et investisseurs privés. Banque, ça veut dire Intesa San Paolo, c'est la première banque italienne. Generali, la première groupe d'assurance italienne. Et après, il y avait des investisseurs privés comme Della Valle, qui c'est le propriétaire de Tod's, les chaussures, Hogan. Il y avait Montezemolo, qui c'était le président de Ferrari et PDG de Ferrari pour 23 années. Et Punzo, qui c'était dans la logistique de l'Interporto di Napoli. Interporto di Nola, sorry. Et après, il y avait aussi Cattaneo, qui c'était par exemple, c'était aussi le président PDG de la compagnie pour quelques années. Maintenant, c'est actionnariat. Qu'est-ce qui s'est passé? La compagnie a été vendue. Il devait aller à la bourse, mais avant d'aller à la bourse, comme 2 semaines avant, est arrivée une offre de GIP, que c'est Global Infrastructure Partner, que c'est un fonds d'infrastructure, pas un fonds d'investissement, un fonds d'infrastructure
qui a mis 3 milliards de dollars ou 2,5 milliards d'euros pour acheter les 100% de la compagnie. Après, la compagnie, maintenant, c'est Global Infrastructure Partners qui a la majorité. Il y a certains investisseurs comme Montezemolo et Cattaneo qui ont repris une petite partie. Et il y a, par exemple, Allianz. Ça veut dire qu'encore le secteur d'assurance ont intérêt dans cette groupe. N'a changé rien. Ça veut dire que quand sont arrivés les Américains, ont payé la première ligne de management pour rester dans la compagnie. C'est-à-dire que Giambattista La Rocca, qui c'est le PDG maintenant, qui c'est le PDG, il a cru il est monté dans l'entreprise. Je le connais du début. Et le PDG a été payé pour rester dans la compagnie et c'est même dans ces moments très difficiles, continue dans la compagnie. Italo a maintenant, en 2019, bien sûr 2020 c'est un petit peu particulier, 2019 avait 20 millions de passagers, que c'est très grand pour l'Italie, quand 2014 avait 6 millions et demi de passagers. Et l'EBITDA margin, la marginalité, l'EBITDA est Earning Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization, était de 40%. Ça veut dire que la marginalité, dans les dernières années, c'était vraiment très haute. Les load factors, ça veut dire que la compagnie était très efficiente. Les load factors, c'était tout près de 80%. Ça veut dire que les trains sont très pleins. Surtout, c'est très important parce que ce n'est pas comme dans le secteur de l'aviation, que c'est point à point. Ici, il y a beaucoup des arrêts. Surtout entre Milan et Rome, on peut faire Bologna, Florence, aussi Reggio Emilia. Ça veut dire qu'il y a beaucoup des arrêts. Avoir un coefficient de 80%, ça veut dire que c'est très, très élevé. Il y a 4 classes maintenant. Ce n'est pas un service low cost, comme Ouigo, par exemple. Ouigo en Espagne ou Ouigo en France. Ce sont 4 classes. Il y a les services de lounge dans les stations aussi. Il y a la club, qui c'est la première. Après, il y a la prima, qui c'est la business. Après, la comfort, qui c'est la premium economy, et après il y a l'économie. Et ici, on peut trouver comme le service a été pensé pour les passagers. Aussi, ça, ce sont 2 articles de Bloomberg que j'ai aidé pour écrire. Il y avait quelques années, 2017-2018, je me rappelle bien, et je disais que c'était possible de penser d'ouvrir la concurrence sur les marchés européens. Le quatrième paquet européen, c'était déjà pensé, déjà presque, on ne s'est pas encore appliqué, mais c'était déjà dans la discussion européenne au niveau de la Commission. Et surtout, c'était important pour avoir un modal shift, report modal. Ouais, un changement modal pour aller vers plus de sustainabilité. Parce qu'on sait que le secteur ferroviaire aussi, dans ces cas, c'est très, très important pour faire cette modal shift. Ici, des articles ou des interviews que j'avais fait, par exemple, j'avais écrit des articles sur le pays ou interviews sur France 2, choses comme ça, pour expliquer que c'était possible aussi en Espagne et aussi en France. Ce n'était pas une exception en Italie. C'était quelque chose qu'on peut le faire et on peut aller dans cette direction. Parce que c'était très important. Parce qu'en Italie, de 2011, l'année avant la libéralisation, 2019, même si les PIB étaient dans le même niveau, c'est toujours le même niveau, parce qu'on n'a pas eu de la croissance en Italie, pour des problèmes historiques de productivité du pays, on a eu, avec la même infrastructure de haute vitesse, on a eu une augmentation de 120% de la demande de haute vitesse, grâce à Italo, mais aussi à Trenitalia, qui a augmenté les numéros de passagers kilomètres. Et dans le même temps, les prix moyens ont baissé de plus ou moins 35%, entre 35 et 40%. Ça, c'est très bien pour les consommateurs, bien sûr. Et tous les marchés, même si les prix se réduisent de 35%, tous les marchés ont cru beaucoup. Ici, on peut voir la croissance du marché. Ça veut dire que ce n'était pas seulement Italo qui a augmenté les revenus, mais aussi Trenitalia a augmenté. Ça veut dire que aussi Trenitalia a été capable de répondre et d'augmenter les passagers et aussi les revenus, même si les prix moyens étaient plus bas. Cela, c'est très important. Et surtout, on a préparé Trenitalia pour être prête, surtout la partie haute vitesse, pour être compétitive dans d'autres pays. Et c'est pour cette raison que Trenitalia est un des acteurs principaux en Espagne. Maintenant, 45% de ILSA, IRIO
c'est le troisième opérateur qui va rentrer. C'est le premier qui est rentré, par exemple, en France. Il a gagné aussi le tender pour iSpeed2, pour être opérateur de iSpeed2 en Angleterre. Et cela, c'est dû aussi à la préparation de la compétition. Et quand je parlais, par exemple, en Corée du Sud, une des motivations du gouvernement de Corée, c'était de préparer Korail, qui c'est l'acteur incumbent historique, à être plus compétitif grâce à l'arrivée d'un autre opérateur qui s'appelle SR sur la même ligne. Ça veut dire que beaucoup de fois, les gouvernements utilisent aussi cette raison pour préparer la compagnie incumbent pour être plus compétitive aussi dans des autres pays. Et cela a aidé, bien sûr, a aidé Trenitalia. Je me rappelle que j'ai parlé avec une des PDG antérieurs, Mazzoncini, et il disait très clairement, grâce à Italo, on a eu réveillé et on a eu changé la mentalité pour être prête à compétir aussi à la compétition des autres pays. Je vais plus vite. Aussi d'un point de vue des coûts, on peut voir par exemple ici, il y a une comparaison entre secteur des transports de haute vitesse comme Italo et des opérateurs low cost aériens. Aussi les coûts, parce que les coûts c'est plus bas pour Italo d'opération qui s'appelle les coûts, c'est les casques, c'est les coûts pour available seat kilometer, pour siège kilomètre offert, les coûts pour siège kilomètre offert, c'est plus bas pour Italo que les low cost normalement en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, ça dépend aussi des péages, ça c'est un élément très clair. Et en Italie, c'est plus bas les péages qu'en France. Là, c'est un élément. Moi, je travaille beaucoup sur les péages. Ça veut dire que c'est mon focus de boulot. Mais qu'est-ce qui est passé en Espagne dans les premiers mois avec Ouigo qui est rentré dans les marchés en août 2021? On a eu plus de passagers qu'en août 2019. Mais cela, c'est surprenant parce qu'en août 2021, il y avait une quatrième vague de coronavirus. 2021, c'était l'année beaucoup plus compliquée qu'août 2019. Et on a augmenté de 17% le numéro de passagers entre Madrid et Barcelone, la ligne où il y a la compétition. Et maintenant, c'est possible de trouver des billets à 10 euros, 15 euros, aussi moins. Maintenant, on a commencé aussi la Madrid-Valence et aussi Ouigo va commencer. On a créé pour Renfe un low cost pour être compétitif avec Ouigo. On a créé un low cost qui s'appelle Avlo. C'est une sorte de Ouigo de Renfe. J'ai rencontré les PDG il y a la semaine passée, aux 10 jours à Madrid. Et ils ont aussi changé, par exemple, les modèles de maintenance, essayer de n'être pas seulement l'offert, bas prix, mais aussi bas coût, que c'est la grande différence. Et il faut faire toujours attention à cela. Toujours sur la haute vitesse et les transports aériens, ici, vous pouvez trouver sur les coûts pour available seat kilometers dans le Y. Et dans les X, vous pouvez trouver les lengths, la longueur des voyages moyennes. Et Italo, c'est plus compétitif d'un point de vue des coûts de Vueling et EasyJet. C'est plus haut que Ryanair. Mais il faut considérer aussi, par exemple, entre Milan et Rome, il y avait EasyJet et Ryanair, à part de Alitalia. Alitalia a beaucoup réduit les numéros d'avions de connexion par jour. Aussi pour les problèmes de l'Italie, mais pas seulement. Et Ryanair et EasyJet ont sorti de la ligne entre Milan et Rome, qui sont 3 heures avec le train, parce que ce n'était pas compétitif avec le train. C'est là, tout aussi. Ryanair avait 3 connexions par jour, EasyJet avait 5 connexions par jour. Ils ont tout enlevé, tout ça. Et c'était, moi, toujours, je dis, de mon point de vue, avec la concurrence, c'est le premier choix pour aller à faire plus que les lois, c'est mon opinion, plus que les lois, c'est la concurrence qui peut aider à faire choisir les consommateurs pour aller sur le train que sur l'avion. On est passé en Italie sur la Milan-Rome, c'est la ligne à 3 heures la plus importante, mais on a vu aussi une diminution, par exemple, dans d'autres lignes, comme Milan-Naples, parce que les prix ont baissé beaucoup. Je ne sais pas si j'ai aussi mis des prix moyennes, mais juste pour vous dire, en Italo, les prix moyens, c'est plus ou moins en 35-40% plus bas qu'Inouï.
que c'est les mêmes services. Pas comme, on ne peut pas faire une comparaison avec Ouigo, parce que Ouigo, bien sûr, c'est différent, c'est deuxième classe, c'est un concept différent. Donc en oui, on parle de plus ou moins 40% moins des prix moyens pour les voyageurs, des yields. Bien sûr, il faut considérer aussi les différences des péages et tout ça, hein, toujours. Qu'est-ce qui est important? Parce que je pense qu'il me manque un quart d'heure. Qu'il y a un modèle share sur la Milan-Rome. On est passé de 36% en 2008, quand la ligne haute vitesse n'était pas tout complétée entre Milan et Rome, des trains, à 58% en 2012, la première année de la compétition. Mais avec la compétition, le train a passé à 80% du marché. Et cela, c'est très intéressant. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'on a eu 2 années très difficiles pour l'haute vitesse, comme pour l'avion. En Italie, on a beaucoup travaillé sur ça pour donner des aides au secteur ferroviaire. Donner des aides signifie une baisse des péages sur la partie des markups, qui s'appelle le markup, et aussi des aides directes pour les 3 premiers mois de la pandémie. Quand c'était tout fermé en Italie, vous savez que c'était le premier pays à tout fermer. Transport régional, c'est plus intéressant aussi pour la région ici, mais qu'est-ce qui passe? Alors, un petit peu les 2 grands contrats, vous savez, les grosses costs et les net costs, je ne veux pas parler trop parce que vous savez mieux que moi, c'est à qui les risques des revenus. Bien sûr, ça dépend si c'est gross cost ou net cost. Net cost, normalement, c'est sur le railway undertaking, sur la compagnie ferroviaire, et quand il y a gross cost, il y a les gouvernements, le public en général. Ce sont les 2 grands modèles. Par exemple, les franchisees, normalement, tous les risques commerciaux, c'était sur la railway undertaking, les franchisees britanniques, Angleterre. Maintenant, après la pandémie, ils sont en train de passer, avec les rapports de William Shapps, de passer des franchisees à la concession. Et la concession, normalement, c'est plus les risques. Il semble qu'ils vont donner les risques des revenus sur l'État et pas sur les compagnies ferroviaires. C'est en train de changer aussi en Angleterre après 25 années de 1994, sont 27 années de système de franchising. Aussi, la pandémie a eu un effet très grand. Je vais très vite parce que c'est à qui les risques, mais c'est aussi qu'est-ce qu'il faut faire attention, parce que bien sûr, ça dépend. Par exemple, en Italie, parce que beaucoup dans les transports publics, il y a eu beaucoup de différences, parce que par exemple, à Milan, il y avait un gros contrat avec ATM, qui c'est la compagnie de transport public. À Rome, il y avait un net cost contract avec ATAC, c'est la compagnie publique. Et bien sûr, l'impact est différent. Et aussi, les mesures pour la pandémie devaient être différentes de compagnie à compagnie. Il faut faire bien attention dans ce risque commercial parce que peut être dans cette occasion très, très risquant. Bien sûr, on peut se préparer avec des différents bonus, malus et tout ça, mais c'est bien à tenir à mémoire de ça. Qu'est-ce qu'il faut bien passer? Comme vous avez dit très bien, c'est un processus très, très long, dans le sens qu'il faut des années. Parce qu'il y a des barrières à l'entrée très élevées. Il n'existe pas Roscoe comme existe en Angleterre. C'est très difficile de trouver des matériaux roulants. Et pour acheter les nouveaux matériaux roulants, quand vous allez à Alstom, Alstom parce que c'est la plus grande européenne, mais normalement vous devez avoir 2-3 années, ça dépend, minimum 18, mais c'est très difficile, 24 mois, 36 mois pour avoir le matériel roulant. Et il n'existe pas un marché de deuxième, comme pour les avions, un marché vrai des second-hand des matériels roulants. Et aussi, c'est une autre barrière parce que c'est un CAPEX, il faut beaucoup de fois avoir un CAPEX des investissements de capital très élevé. Et celle-là, c'est la première barrière à l'entrée, surtout sur le système régional, mais aussi dans l'haute vitesse, parce que c'est très facile d'acheter. Moi, autre chose intéressante, quand Italo,
voulait incrémenter le numéro des trains en 2014. Avant d'acheter de nouveaux trains d'Alstom, avec les directeurs des opérations, nous sommes allés pour l'Europe, à OBB, SBB, à demander, excusez-moi, vous avez des matériels roulants, peut-être des vieux Pendolino, des secondaires? Oui, mais nous ne pouvons pas les vendre à vous. Parce que nous avons des accords avec Trenitalia, avec des trains de nuit, par exemple, entre l'Italie et ce pays. Et ça passe comme ça. Ça veut dire que ça, c'est la réalité. Bien sûr, est en train de changer, mais cette barrière à l'entrée sont très élevées et ça veut dire que ce n'est pas facile d'ouvrir à la concurrence et vous le savez mieux que moi. Et qu'est-ce qu'il faut bien avoir en main, à mémoire? Bien sûr, ce qui sont les contributions, les subsides et ce que sont les tarifs. Beaucoup de fois, on dit oh, mais le prix des billets, c'est très élevé, comme en Angleterre, bien sûr, mais là-bas, il n'y a pas de contribution à l'opérateur ferroviaire. Il faut bien considérer quel est le coût réel et quelle est la partie des subsides dans ça. Après, il faut bien considérer l'access charge, peut être plus élevé ou plus bas. Et cela, il faut bien considérer dans les coûts total des opérateurs. C'est un moyen de considérer s'il faut augmenter les subsides ou baisser les péages. On peut choisir quelle direction aller. Et celle-là, c'est sur les péages des secteurs régionaux aussi, c'est l'autorité normalement qui va décider sur les coûts directs, mais aussi sur les markups. La partie des coûts directs doit être fixée sur des déterminations de wear and tear, d'utilisation, de consommation de la ligne. La partie des markups, la composante B des péages, c'est lié à l'ability to pay du secteur, du segment. Ça veut dire qu'il faut bien évaluer tout ça pour les autorités. C'est une discussion en Italie maintenant qu'on va réviser la seconde période de 5 années pour les péages, 2022-2026. Les investissements, combien d'investissements? Bien sûr, les contrats et les subsides, ça dépend des investissements. C'est très difficile de faire des benchmarking internationaux parce que ça dépend combien d'argent tu demandes à la compagnie ferroviaire de faire des investissements. Si tu demandes, pas de nouveaux trains, bien sûr, tu n'as pas besoin de donner beaucoup d'argent comme subside. Mais si tu demandes d'acheter, je sais pas, 50 nouveaux trains, ça veut dire que de quelque façon, bien sûr, le subside sera plus élevé. Pour faire ça, c'est bien sûr que ce n'est pas facile de faire des benchmarking internationaux parce qu'il y a des éléments plus assez complexes et il faut faire des benchmarking avec toutes les données très bien préparées. En Italie, en théorie, il y avait un petit peu de libéralisation avec une loi de 1997, mais après, c'est jamais allé vraiment vers une libéralisation du secteur régional. Ça veut dire que les plus grands contrats, normalement, sont tous assignés à Trenitalia ou cette compagnie régionale qu'on a parlé avant, même si l'autorité des transports a dit très clairement qu'il faut aller dans la direction de la libéralisation, et même si dans ces moments, il y a une nouvelle loi italienne dans le Parlement, que le gouvernement a écrit, le Parlement doit changer et voir, sur la libéralisation aussi des secteurs de transport, le public transport en général. Moi, je travaille avec la présidente de la commission de transport du Congrès du Parlement italien pour revoir comment on peut aller dans la direction de la concurrence. On peut dire que dans la prochaine année, on espère, bien sûr c'est un processus parlementaire, c'est pas clair qu'on va terminer, mais la direction du gouvernement, c'est aller dans la concurrence. Mais aussi parce que dans les fonds des PNRR, des plans nationaux de réforme, le gouvernement italien doit faire des réformes aussi dans les transports. Ça veut dire qu'on doit aller dans cette direction. L'autorité a préparé, il y a 7 années maintenant, comment faire la libéralisation. Ça veut dire que les régions, s'ils veulent, peuvent aller dans cette direction, mais les régions n'ont pas eu probablement les know-how pour aller dans cette direction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup de courage pour aller dans cette direction, mais quand même, c'est un choix, vous savez, c'est un choix politique beaucoup de fois, surtout les plus grandes régions.
En Europe, si on regarde en Allemagne, plus ou moins plus de 70% du marché maintenant c'est mis à la compétition. Ça veut dire que c'est un processus, comme je vous disais, il y a déjà 25 années que l'Allemagne a commencé à ouvrir, mais c'est chaque Länder, chaque région, qui a décidé d'aller dans certaines directions. C'est-à-dire qu'on a commencé avec des régions plus petites, après on a allé pour des autres régions, et finalement, plus de 2 tiers du marché, c'est déjà la compétition. Où il y a eu de la compétition, on a vu qu'il y en a aussi une réduction des subsides. On a vu ça. Même où gagnait Deutsche Bahn, on a eu des réductions moyennes de 25% de subsides, avec les mêmes services. Toujours à parité de services, une diminution des subsides. Je dis toujours, le choix politique, après, on peut maintenir le même niveau de subsides et augmenter l'offre. Là, c'est un choix politique, en quelle direction. Ce n'est pas une technicienne prendre des décisions sur les politiques. En Italie, on a eu une augmentation des coûts en général. Lombardie, c'est ma région que je connais très bien, très nord. J'ai parlé avec le PDG de Très Nord il y a un mois de ça. Peut-être qu'il va commencer quelques petits tenders dans la région dans la prochaine année, mais le gouvernement régional pense d'aller pour une autre assignation directe jusqu'à 2030. Vous savez que pour la loi européenne, on peut continuer ça jusqu'à 2032, plus ou moins, avec le 4e paquet. Si on va faire une comparaison Italie et Allemagne, c'est intéressant qu'en Italie, on a un access charge, un péage plus bas qu'en Allemagne pour les services régionaux, et même ça, si on a ça, en Allemagne, les coûts sont plus bas. Ça veut dire que l'Allemagne, c'est assez, pas toutes les régions, mais en général, en Allemagne, on a un processus où les opérateurs, qui sont privés ou publics, sont assez efficients, plus efficients qu'en général qu'en Italie. En Italie, il faut dire que maintenant, on est dans une situation qui ne n'est pas la plus compétitive et la plus efficiente de ça. Il faut dire aussi que l'access charge, que c'est un élément, un péage, c'est très important. Par exemple, en Italie, ce sont les trains régionaux qui font la plupart des 30 km. C'est différent de la France, je pense. En Italie, l'autre vitesse encore n'était pas, même parce que la ligne n'était pas très développée, mais les régionales sont très importants. Et même cela, c'est important pour fixer les péages, parce qu'il doit tenir compte l'autorité des transports. Autre élément à considérer, en Italie, en France, normalement, nous avons plus de passagers pour train. Ça, c'est très important avant la pandémie, bien sûr, ce sont des données avant la pandémie, qu'en Allemagne. Ça veut dire que c'est bien, parce que ça veut dire que normalement, on peut faire plus d'économies sur le même train, avoir plus de revenus qu'en Allemagne. Ça, c'est un élément positif pour l'Italie, qu'on peut utiliser mieux, de mon point de vue. Un petit peu ce que j'appelle le cercle vertueux. Si on a plus une majeure efficience des secteurs de transport public au transport régional, on peut dire qu'avec les mêmes subventions, on peut avoir plus de transport, où il y a la nécessité, bien sûr. Où il y a plus de transport public, ça veut dire qu'il y a plus de passagers, mais plus de passagers sur les transports en commun, ça veut dire qu'il y a moins de circulation de trafic dans les villes ou dans les régions, moins de pollution. Mais aussi, normalement, pour les transports publics, il y a aussi une vitesse moyenne supérieure. On pense dans les transports publics dans les villes, moins de circulation, ça veut dire aussi haute vitesse plus élevée. Moi, j'ai travaillé aussi pour ATM, pour les transports publics de Milan, que c'est 1 milliard d'euros de revenus, c'est grand. Et pour le directeur d'opération, pour lui, un demi-kilomètre de vitesse moyenne, en plus, ça change la vie. Ça veut dire que ce sont des éléments très importants. Ça veut dire que celle-là, ça veut dire vitesse moyenne, ça veut dire plus d'efficience. C'est un cercle vertueux qu'il faut bien tenir à main. Les critères nécessaires pour une bonne régulation, cela ça arrive de l'autorité des transports italienne. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut faire bien attention à tout ça, que c'est le transfert de personnel, que c'est très très compliqué. Aussi d'un point de vue des syndicats. Cela c'est pareil en Italie et en France. C'est un secteur
très syndicalisé, il faut le dire. C'est différent je sais pas, des autres pays, on pense à l'Europe de l'Est ou choses comme ça, ou en Chine. Quand acheter les matériels roulants, c'est très difficile parce qu'il faut avoir assez de temps pour l'acheter. Si on fait des appels d'offres, pas avec assez de temps, ça veut dire avoir pas une vraie compétition. Aussi l'essential good, tous ceux qui sont les dépôts de maintenance et tout ça, ce sont des éléments qu'il faut bien penser comment l'utiliser. On peut demander à l'opérateur historique de faire de la manutention, mais après, ça veut dire qu'on peut avoir des conflits entre nouveaux entrants et opérateurs historiques sur ça. On peut demander d'externaliser, par exemple, ce qui passe con Italo, c'est Alstom qui fait la manutention, mais aussi ça veut dire que c'est un processus que c'est très compliqué, mais il faut bien faire attention à ça. Il faut aussi créer des entités adjudicatrices, parce qu'en Italie, par exemple, dans ces moments, nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas la capacité dans les régions d'aller dans cette direction. Parce qu'il n'y a pas des des entités qui sont capables d'aller dans celle-là. Ce que j'ai proposé aussi au président de la commission transport au congrès italien est, avant tout, il faut bien préparer tout ça, parce que sans des bonnes appels d'offres, on peut on peut avoir la meilleure loi écrite, mais après on n'arrive pas au bout. Il faut bien identifier ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire, c'est la partie commerciale, et aussi les valeurs des rachats. Beaucoup de fois, s'il y a des trains, par exemple, qui passent d'une compagnie à l'autre, il faut bien faire attention quelles sont les valeurs des rachats de tous les biens qui peuvent passer d'un côté à l'autre. Bien sûr, il faut faire un processus d'appel d'offres, qu'est-ce qui ne passe pas en Italie. Ça veut dire qu'ici, c'est normal maintenant, mais en Italie, ce n'est pas encore la normalité. La création d'agences régionales urbaines avec de fortes compétences en régulation, qu'est-ce qui encore, cette entité n'existe pas. Une supervision de l'autorité de transport, c'est très important. Et c'est là, si tout passe bien, on peut avoir des investissements privés dans le secteur ferroviaire qui, comme on a vu aussi dans le cas d'Italo, peut être très important. Là-bas, on parle de 2,5 milliards d'euros. Et on peut augmenter toute la productivité du secteur et avoir des bénéfices pour toutes les villes aussi, parce que c'est un secteur qui va fonctionner meilleur. Je pense que j'ai assez tenu le temps. Bravo. Et je vous remercie pour l'attention. Et je suis ici aussi pour les questions. Merci. Excusez-moi pour les